Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence organisée par ISF Pays de la Loire. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai l'honneur et le plaisir de présider le groupe régional ISF Pays de la Loire. Quelques mots sur l'ISF. Sachez que dans chaque région, il y a un groupe régional et puis il y a une organisation nationale qui fédère. Nous sommes là pour d'abord représenter les ingénieurs scientifiques en France, en Europe et de façon plus générale dans le monde. Pour faire court, deux choses, que faisons-nous? Principalement, nous allons dans les collèges et lycées susciter des vocations. Je pense que vous le savez, on parle beaucoup aujourd'hui du manque dans le domaine médical, mais sachez que dans le domaine des ingénieurs scientifiques, il n'y a pas assez d'ingénieurs scientifiques en France. Et donc, nous allons, dans les collèges et lycées, susciter des vocations auprès des jeunes, garçons et filles. Nous rencontrons ici, dans la région, 4000 jeunes pour cette année scolaire. Et puis, si vous-même êtes intéressé à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, c'est simple, un contact. Nous avons un site, ISF Pays de la Loire, n'hésitez pas à le consulter, à nous contacter, si vous avez un peu de temps à passer pour aller susciter ces vocations. Deuxième action que nous menons, c'est d'essayer de vulgariser le domaine scientifique dans des conférences comme celle d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous étiez là pour certains, donc cette année 2022, le 3 mars dernier, nous étions à l'ICAM pour une conférence sur la problématique de l'énergie et nous avions le plaisir d'accueillir Didier Lény, qui est un ancien DRH de RTE, qui est venu nous présenter les différents scénarios qui ont été configurés par RTE. Ça a été fait en novembre, avant les présidentielles, pour que les futurs présidents puissent s'en emparer s'ils le souhaitaient. Aujourd'hui, on change de thème, complètement différent. On est sur la problématique de l'innovation et du design. Nous avons le plaisir d'accueillir Christian. Je vais dire quelques mots pour le présenter. Christian Guellerin est directeur depuis 22 ans de l'école de design. Alors pour ceux qui ne le savent pas, on a une bonne et très bonne école de design sur Nantes. 1700 étudiants pour donner un chiffre. L'école, au travers de ce que m'en a dit Christian, est présente non seulement en France mais aussi à l'international, en Chine, en Inde, au Brésil et au Canada. Il aura l'honneur de diriger cette école dans de nouveaux locaux à partir de septembre. Il nous en dira peut-être quelques mots, avec le soutien de la CCI, de la région et de la métropole, sur l'île de Nantes. L'inauguration, je crois, au mois de septembre prochain. Et Christian lui-même, avant d'être directeur de cette belle école, a été directeur d'une école de commerce. Il a donné des cours de management à Paris 8 et aussi à Paris Dauphine. Et puis il a aussi, si j'ai bien compris ce qu'il m'en a dit, monté une école de design en Afrique, au Bénin pour être plus précis. Et là aussi, il nous en donnera peut-être quelques mots tout à l'heure. Voilà, et puis je voulais conclure en remerciant d'abord Madame Trémolière, qui est la directrice communication ici de CIC Ouest, qui nous a mis à disposition son bel amphi. Merci à elle et à ses collaborateurs pour nous avoir aidé à monter la manifestation. Et puis merci aussi à Stéphanie qui est en face de moi, et puis Stéphane de l'ISF qui ont préparé cette réunion pour qu'elle soit la meilleure possible. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis je passe simplement la parole à Christian Guellerin. Merci Christian de prendre un peu de temps pour être des nôtres ce soir. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Mon métier, c'est de faire la promotion du design, c'est de la promotion de l'école et de la promotion du design.
Promotion du design en particulier, j'ai une responsabilité parce que je suis parfaitement conscient que pour 80% d'entre vous, le design, ce sont des belles tables, des belles chaises et des belles lampes, point à la ligne, et pas grand-chose d'autre. Et l'aventure, c'est pas très très sérieux, le design. Bien, je vais vous parler d'un design d'une autre nature, au fond. Je vais vous expliquer pourquoi le design est devenu stratégique, pourquoi le design est devenu une discipline de management. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis ravi. J'ai un peu d'émotion parce que mon père était l'un des vôtres. Mon père est décédé il y a de nombreuses années, mais c'était l'un des vôtres. Il était ingénieur plasturgiste dans des usines de bateaux en particulier. Et puis mon grand-père était l'un des vôtres, puisqu'il était ingénieur dans une société que peut-être un certain nombre d'entre vous avez connue, qui s'appelait à l'époque Astra, à Paris, et il était un spécialiste des détergents et des enzymes, en l'occurrence, mais c'était un autre temps. Donc un peu d'émotion, puis ça m'a permis de me souvenir un peu. Voilà. Je vais vous parler de design pendant environ 40-45 minutes. En fait, moi je ne suis pas du tout designer. Je viens des écoles de commerce. Je suis initialement un garçon qui a fait de la finance. Et puis, ça ne m'a pas plu la finance en fait. C'est-à-dire que ça ne m'intéressait pas beaucoup de regarder des ordinateurs, de contrôler des courbes, de prendre des positions le matin et puis de les liquider le soir. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Ça avait quand même un intérêt, c'est qu'on gagnait beaucoup d'argent. Mais intellectuellement, ce n'était pas très intéressant, à vrai dire. J'ai ensuite effectivement dirigé, j'ai enseigné à l'université. J'ai ensuite dirigé une école de commerce, et puis il y a 22 ans, on m'a demandé de diriger l'école de design de Nantes. Et à l'époque, il y avait 60 étudiants dans cette école. C'était une école d'art appliqué, parce que le design en France vient des arts appliqués, des métiers de l'artisanat en particulier, donc de l'étamerie, du travail du bois, etc. Ce qui explique les belles tables, ce qui explique les arts de la table, les fourchettes, etc., etc. Ça vient de là, le design en France, c'est pas le cas dans tous les pays, je détaillerai tout à l'heure. Et ça m'a passionné. Alors ça m'a passionné pour deux raisons. D'abord parce qu'on y faisait un peu de tout extrêmement sérieusement, c'est-à-dire qu'on y faisait à la fois de la technologie, on faisait des arts plastiques, on faisait des maquettes, on faisait du marketing, parce qu'il faut que les produits se vendent. C'est-à-dire qu'un designer, quand il fait une cocotte minute, c'est pas tant pour qu'elle soit jolie, c'est pour que Seb en vende plus. Soyons très logiques là-dessus. Et la plus belle courbe d'un produit, c'est quand même la courbe des ventes, évidemment. On faisait de la philo, de la socio, et tout ça au service d'un projet, c'est-à-dire tout ça autour d'une spéculation sur la façon dont on allait vivre demain. Parce qu'un designer, c'est ça, c'est-à-dire un designer, il spécule sur la façon dont on va vivre demain. Bon. Alors, ça m'a passionné pour une deuxième raison, c'est que tous les jours, et ça dure depuis 22 ans, je croise des étudiants qui sont plus intelligents que moi. C'est-à-dire qu'ils savent faire des choses que je ne sais pas faire, et je trouve ça absolument extraordinaire. Alors, quand je dis ça aux profs, mes profs, évidemment, c'est très compliqué, c'est-à-dire que vous avez la chance, j'avais dit ça une fois avec enthousiasme aux profs, un jour de l'an, j'avais dit, vous avez une chance extraordinaire, vous faites un métier formidable, vous croisez tous les jours des étudiants qui sont plus intelligents que vous. Bon, c'est pas bien passé, très honnêtement. Voilà. Et pourtant, c'est vrai, c'est-à-dire tous les jours, on a des étudiants qui spéculent sur demain et qui ont des idées qu'on n'a pas. Et on apprend des choses absolument tous les jours, et au fond, c'est de ça dont je vais vous parler. Alors, il faut que je vous donne une définition du design, évidemment, pour savoir de quoi on parle. Le design est une... il y a plein de définitions du design, mais moi, je vais vous donner la mienne, et puis comme ça, on va pouvoir s'ordonner autour du discours que je vais vous faire. Design vient d'un mot latin, designare. Designare, ça a donné deux mots en français, ça a donné dessin, dessiner, et un designer, il dessine. C'est-à-dire qu'il va chercher dans finalement les techniques des arts plastiques, des arts graphiques, la capacité à représenter. Et ça a donné un deuxième mot, dessin, D-E-2-S-E-I-N, projet. Appliqué à demain, eh bien un designer, il dessine. Quand il dessine, il fait des images. Je vous rappelle que le mot image
étymologiquement, c'est la même chose que imaginaire, hein, c'est la même chose qu'imagination. Eh bien, il dessine, il représente, et il a un projet appliqué aux usages de demain. C'est-à-dire qu'il dessine les usages de demain. Et le projet devient mission dès lors que, eh bien, quand on dessine la façon dont on va vivre demain, évidemment, le but du jeu, c'est que demain, on vive mieux qu'aujourd'hui. C'est la moindre des choses. Bon, eh bien, c'est ça un designer. Quand il représente, il donne objectivité, il donne réalité, et dès lors qu'il a un projet, il donne sens à la façon dont on va vivre demain. Alors je vais vous donner 2-3 exemples pour que vous compreniez bien la puissance de cette capacité à représenter. Il y a quelques années, France Télécom était venu nous voir, il s'appelle Orange maintenant, était venu nous voir en nous disant il y a une modification de contexte technologique, les ingénieurs ont créé de la vidéo et du son et nous en aurons de plus en plus. Je vous rappelle que je suis d'une génération où on avait des films Super 8 qui sautaient quand on les passait, etc., etc. Tout ça était fort sympathique. Voilà. Aujourd'hui, on a tous de la vidéo et du son sur nos portables et de qualité quasi professionnelle. Et puis on a des petits outils, nos enfants font ça très bien, mais les filles de 20 ans font ça très bien, des outils de montage de films. Bon. Qu'est-ce qu'on fait de cela? Il était venu nous voir en disant, et si l'on mettait de la vidéo et du son sur les pierres tombales? Une incongruité, donc une rupture de contexte technologique, on a ça, eh bien on va spéculer sur les usages de cette affaire, et comment on peut appliquer, finalement, inventer des nouveaux usages. Et finalement, avec un projet, c'est de vivre mieux notre relation à la mort, par exemple, ou la relation à nos ancêtres. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit utile, hein, ce n'est pas mon sujet. Mais voilà une spéculation qui nous était demandée. Et alors, qu'est-ce qu'il fait un designer? Eh bien, il représente, si d'aventure il y avait de la vidéo et du son sur les pierres tombales, voilà à quoi cela pourrait-il servir, voilà ce que ça pourrait être. Et donc il va dessiner de la vidéo et du son sur les pierres tombales, il va scénariser cette affaire. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Ce qui est intéressant là d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de marché sur cette affaire. Si vous prenez une définition marketing qui consiste finalement à une définition de besoin, il n'y a pas de besoin. Personne n'a jamais demandé ça à l'époque. Hein, c'est-à-dire que quand on va dans les cimetières, on aurait nos morts, on ne va pas pour regarder la télé. Les pompes funèbres générales, ils ont un métier qui est d'une autre nature, qui n'est sûrement pas de régler la télé, et la municipalité qui gère le cimetière, il n'a pas du tout envie de s'embêter à régler les télés, les problèmes, les pannes, etc. Donc, si vous voulez, personne n'a jamais demandé ça au fond. Bon. Eh bien, le designer, il va dire, si d'aventure il y avait de la vidéo et du son, voilà à quoi cela pourrait-il ressembler. Et alors là, on commence à spéculer sur ce que ça pourrait être, comment ça pourrait fonctionner. Et on donne réalité, objectivité. On rend désirable, parce qu'on interprète évidemment ce qui est de l'ordre du manque. Hein, le désir, vous savez, c'est le manque. Hein, c'est-à-dire qu'on désire quand on manque. C'est pas moi qui dis ça, c'est Aristote. On désire quand on manque. Hein, bon, eh bien, effectivement, on génère du désir, cette compensation du manque, et on donne sens. Alors, moi, je me souviens très bien, je m'excuse, Henri Bonneau, c'est le... Henri Bonneau n'est pas là, il est parti. Non, mais je sais qu'il revient. J'ai fait une conférence la semaine dernière auprès des gens d'EDF et j'ai raconté exactement les mêmes exemples, donc je m'excuse. Je vais m'excuser, mais s'il est parti, c'est bien. Voilà. Donc, de la vidéo, ils sont sur les pierres tombales. Et moi, je me suis posé la question de à quoi ça pourrait servir pour moi. Moi, j'ai perdu mon père il y a 45 ans. Évidemment, il me manque. Est-ce que pour autant, je ne vais pas sur ça tombait loin, etc., j'y vais pas souvent, mais est-ce que ça m'intéresse un endroit sacralisé, cimetière sacralisé, c'est-à-dire qu'il y a une cérémonie quand on va au cimetière honorer nos ancêtres, voilà, eh bien, est-ce que ça m'intéresse pour moi? Et sincèrement, j'en sais rien aujourd'hui, je ne sais pas si ça m'intéresse cette affaire-là. En revanche, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que, intellectuellement, je suis capable de reconstruire l'image de mon père.
C'est-à-dire, je vois mon père dans ma tête. Vous savez, ça fait partie des sens nobles, c'est-à-dire ceux qui permettent la reconstruction intellectuelle. En revanche, je suis dans l'incapacité de reconstruire intellectuellement, ex nihilo, la voix de mon père. Si j'entends mon père, je dis oui, c'est bien lui. Mais intellectuellement, je suis dans l'incapacité de reconstruire la voix de mon père. Et d'un autre côté, j'ai des enregistrements de mon père. Je ne vais pas me passer la voix de mon père tous les matins, enfin, il me manque, mais pas à ce point-là. Hein. Eh bien, un endroit sacralisé dans lequel mon père, effectivement, parlerait. Et là, vous spéculez sur le fait de qu'est-ce qu'il pourrait bien vous raconter. Et là, naît le désir. Parce que, évidemment, il me manque. Évidemment, qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il me dise, etc., etc., etc. Eh bien, un designer, c'est ça. C'est-à-dire, il dessine, il représente, il scénarise. Ce qui n'existe pas donne réalité, acceptabilité, désir et sens. Alors, aujourd'hui, il y a un certain nombre de petits villages. Vous savez qu'il y a une problématique sociétale de désertification des campagnes, d'hypermétropolisation, de désertification des campagnes. Eh bien, un certain nombre de villages qui viennent nous voir en nous disant « Mais est-ce que vous pourriez scénariser un certain nombre de tombes pour que notre cimetière devienne un lieu touristique ?» C'est-à-dire, je suis sur l'autoroute, hein, plus personne, alors je cite un exemple, parce qu'on a travaillé avec eux assez récemment, avec Malicorne-sur-Sarthe, pour ceux qui connaissent, hein, c'était une ville industrielle, hein, spécialiste de la faïence, etc., à Malicorne, donc avec un passé industriel glorieux. Bon, quand vous passez à Malicorne, aujourd'hui, il n'y a plus rien, donc il n'y a plus rien à y faire. Bon, et de toute façon, vous êtes sur l'autoroute entre Angers et Le Mans, il n'est pas question que vous preniez la bretelle pour aller à Malicorne-sur-Sarthe, ça n'intéresse personne. Et le lundi soir à Malicorne-sur-Sarthe, après ça, il y a le gaz pour se suicider, hein, c'est épouvantable. Bon, eh bien, est-ce qu'effectivement, on pourrait scénariser un certain nombre de tombes, c'est-à-dire, dans tous les cimetières, il y a des gens absolument incroyables, des députés de la Troisième République, des grands industriels, des poètes disparus, inconnus, etc. Il y a des monuments aux morts absolument incroyables. Est-ce qu'on pourrait scénariser cela pour que les gens, finalement, quittent l'autoroute, passent à Malicorne pour aller voir le lieu touristique généré par cette affaire? Voilà. Avec un enjeu qui est Malicorne, mais un enjeu qui est bien plus grand que ça, qui est un enjeu sociétal de je ne sais pas quoi, hein, c'est-à-dire en faire des lieux de vie pour revivifier les campagnes et les villages de France et lutter contre l'hypermétropolisation. Bon. Projet avec France Télécom. Alors à quel moment ça devient stratégique et à quel moment finalement, plus proche de nous, à quel moment on va travailler avec les entreprises? Eh bien, on a été sollicité par une société que vous connaissez tous, qui s'appelle ERAM. ERAM fait, comme vous le savez, conçoit, fabrique et vend des chaussures dans des magasins de proximité. On connaît tout ça, évidemment. ERAM est passé à côté, totalement à côté, de la vente par le digital. Pour une raison très simple, il y a 15 ans, jamais personne ne pouvait imaginer, ni vous ni moi, qu'on allait acheter ces chaussures sur des plateformes Zalando avec des chaussures fabriquées en Chine et qu'ils allaient nous les livrer le lendemain. Personne n'imaginait ça. Pour une raison très simple, c'est que les chaussures, il faut les essayer. La force est de constater qu'on s'est tous trompés, si d'aventure on pensait ça, parce que, effectivement, aujourd'hui, mes filles de 20 ans achètent leurs chaussures sur des plateformes internationales, commandent du 38 ou du 39, je ne sais pas leur pointure, hein, voilà, enfin 37-38, voilà, en commande 2 paires, les essayent, en renvoient une.
L'empreinte carbone, là, personne n'en parle, c'est scandaleux, c'est totalement scandaleux. Bon, bref, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, Eram nous dit, mais nous, ça nous pose un problème, quoi, parce que tout ce que nous avions conçu sur le réseau de proximité, qui continue à fonctionner, hein, quand même, c'est une belle boîte, hein, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont en déclin, je suis en train de dire qu'effectivement, ils sont en train de spéculer sur le coup d'après. Bon, eh bien, effectivement, c'est comment, à un moment donné, on imagine autre chose et comment on s'adapte aux nouveaux usages. Bon. Eh bien, alors ils sont venus nous voir, cette école de design, parce que vous pourriez nous faire des plus belles chaussures. Alors on a dit, mais attendez, si vous faites des plus belles chaussures, les Chinois vont les copier immédiatement, donc ça ne sert à rien, vous n'allez pas résoudre votre problème avec ça, hein, évidemment. Bon. Et on a travaillé sur des chaussures connectées. Donc là aussi, rupture du contexte technologique, on peut connecter les objets, on va avoir 4 milliards, 5 milliards, 10 milliards d'objets connectés dans les années à venir, avec des satellites plein le ciel, des microsatellites, etc. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça, hein, évidemment, et comment on va inventer des nouveaux usages? Alors, on peut trouver ça terrifiant, on peut trouver ça inutile, on peut trouver tout ce qu'on veut, etc. Mais la question n'est pas là. La question, c'est que ça va être, et donc autrement dit, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Bon. Chaussures connectées. Marché, il n'y a pas de marché. Personne n'a jamais demandé une chaussure connectée. Bon, on s'est pas levé le matin en disant, tiens, si ma chaussure était connectée et que je fais ça, ça allume la télé. Enfin, bon, bref, c'est absurde. Personne n'a demandé ça. Eh bien, on a travaillé sur, encore une fois, une spéculation. Si la chaussure était connectée, voilà à quoi cela pourrait-il servir. Bon. Eh bien, Eram vient de créer une société qui s'appelle Yvonne. Chaussures sont connectées et détectent les pertes d'équilibre des personnes qui les portent. Donc, avec un marché énorme, évidemment, des personnes âgées, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elle peut détecter effectivement quand vous tombez, mais elle peut détecter aussi toutes les micro-pertes d'équilibre 6 mois, 4 mois, 12 mois avant que vous tombiez. Ben, ça change tout, parce que vous en faites un objet médicalisé, avec une relation au médecin totalement renaturée, parce qu'en fait c'est le médecin qui va vous appeler 6 mois avant pour vous dire il y a un risque que vous tombiez dans 6 mois. Aujourd'hui, c'est vous qui provoquez la relation avec votre médecin. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous avez de la fièvre, vous allez voir le médecin en disant j'ai de la fièvre, j'ai la grippe. Bon, là c'est votre médecin qui va vous appeler 6 mois avant en disant attention, vous allez tomber. Donc ça change tout dans la renaturation des relations à la médecine, hein. Très clairement. Hein. Bon. Et donc ils ont déposé cette chaussure. Mais alors là où ça devient stratégique, le design, c'est qu'en fait, le métier d'Eram, c'était de concevoir, produire, vendre des chaussures. Mais si ça se trouve, leur métier demain, c'est plus du tout ça. C'est de concevoir, de produire, de donner les chaussures et de vendre le service médicalisé qui va avec la chaussure. C'est-à-dire qu'il y a une complète réflexion sur tout leur modèle économique. À partir, finalement, du fait qu'on a donné réalité, acceptabilité, l'aventure désir, enfin là, effectivement, objectivité à des produits sur lesquels, évidemment, l'entreprise Eram ordonne ses stratégies d'innovation. Donc, évidemment, en amont, il y a la science et la technologie, des ruptures technologiques, et on se pose la question de leurs usages et de leur sens. Et au fond, là, on réhabilite quelque chose que vous savez bien, science sans conscience, c'est-à-dire la science, elle arrive, la technologie, elle arrive, eh bien, on essaie d'y donner du sens, et tout ça, on applique ça aux usages de demain. On est loin des belles tables, des belles chaises et des belles lampes, évidemment. C'est-à-dire, je viens de vous dire quoi? Le design s'applique finalement à absolument tous les secteurs d'activité, à tous les produits, à tous les services, dans cette dimension de spéculation sur comment on va vivre demain. Je vais faire un petit focus maintenant sur il y a deux choses quand on entend design, le sens commun. C'est
belle table, belle chaise, belle lampe, et puis c'est la relation au beau. Hein, qu'est-ce que c'est que le beau et qu'est-ce que c'est que l'esthétique? Eh bien, c'est un peu provoquant, mais le beau, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que si vous allez chez quelqu'un, sa salle est toute blanche et puis au milieu il y a un siège en cuir blanc et que c'est vachement design chez vous, bon, c'est absolument n'importe quoi. Hein, c'est pas plus design que si vous aviez un salon Louis-Philippe, il n'y a pas plus design. Seul le sens que vous avez donné à cette affaire-là vaut. Pour ça, je vais vous expliquer, je vais faire un petit raccourci sur l'histoire de la peinture. 1876, donc très focus, mais vous comprenez bien cette notion. 1876, Manet fait un tableau qui s'appelle l'Olympia de Manet. On est en plein milieu du 19e. Ce tableau fait scandale. Bon. Au même moment, c'est une des ruptures impressionnistes, au même moment, vous savez, les ingénieurs inventent la photographie. Niepce et Daguerre inventent la photographie. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, les peintres se posent la question du sens de la peinture, qui ne peut plus être uniquement dans la représentation de quelque chose, dans la figuration de quelque chose, parce que l'exact, c'est l'exacte représentation, c'est la photo. Donc ils sont obligés de chercher d'autres choses. Une des ruptures impressionnistes chez Manet, c'est effectivement de peindre l'Olympia de Manet. C'est un tableau qui fait scandale. C'est une femme nue sur un sofa. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est une femme nue, ce tableau fait scandale. Alors on dit, le tableau c'est scandale parce que la femme est nue. Mais non, on a déjà vu dans l'histoire de la peinture des tas de femmes nues. Botticelli a peint la Vénus, etc. Et puis, il n'y a rien ni d'érotique, ni de pornographique dans cette affaire-là. À l'époque, la pornographie, c'est la pilosité. C'est-à-dire que dès lors qu'il n'y a pas de pilosité, on est dans la représentation d'une certaine forme esthétique, en fait. C'est un tableau qui fait scandale parce que l'Olympia, qui est la femme nue sur le sofa, est une prostituée. Et là, on est dans une rupture où, effectivement, la peinture n'est pas jugée à l'aune de ce qu'elle figure, mais à l'aune de l'idée qu'on s'en fait. Quelques années plus tard, 1902, il y a un peintre espagnol qui arrive à Paris, qui s'appelle Pablo Ruiz, et qui rapidement va devenir Pablo Picasso. Pablo Picasso, il est hanté par la perspective, c'est-à-dire comment il va susciter des dimensions supplémentaires à son tableau. C'est une des grandes problématiques du peintre. On est sur 2D, comment on fait la troisième dimension, donc il y a la perspective évidemment, hein, mais Picasso dit, avec d'autres, avec un de ses copains qui s'appelle Juan Gris, et puis surtout avec un autre français qui s'appelle Georges Braque, il va déconstruire les formes et reconstruire les formes. Donc, et il donne naissance au cubisme. Vous connaissez, le premier tableau cubiste, c'est 1907, c'est les Demoiselles d'Avignon. Vous connaissez Picasso, surtout vous avez en tête évidemment le tableau de Guernica, qui est au musée de la Reine Sophie, à Madrid, où effectivement, il arrive en déconstruisant les corps et en les reconstruisant à signifier l'horreur, l'effroi, les bombes, le feu, etc., etc. C'est-à-dire qu'il montre des dimensions de sens, de sensibilité, de sensation qui sont effectivement assez visibles au fond. Hein, c'est-à-dire qu'il arrive à signifier le cri des gens sous les bombes. Voilà. Bon. Donc ce sont les écoles déconstructivistes. 1915, il y a un peintre russe réfugié qui s'appelle Kazimir Malevitch. Et lui, il fait une série de tableaux qui sont pour moi les tableaux les plus beaux de la peinture moderne. Notamment, il fait des tableaux carré blanc sur fond blanc. C'est pour moi le tableau le plus beau parce que le plus abouti de toute la peinture moderne. Parce qu'au fond, ça veut dire quoi, carré blanc sur fond blanc? Ça veut dire que, eh bien, si vous décidez, en passant dans ce tableau, que c'est ridicule, vous avez le droit. Si vous pensez que c'est très laid, vous avez le droit.
mais vous avez aussi le droit de penser que c'est très beau. Et au fond, votre responsabilité est engagée là. Quelques années plus tard, Saint-Exupéry dira au milieu du plus grand désert, il y a toujours un point d'eau. Au milieu du plus grand désert, il y a toujours un point d'eau. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire que pour peu qu'on s'en donne la peine, même quand on est au plus bas, le plus désespéré possible, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours un point d'eau. Eh bien, pour peu qu'on s'en donne la peine, au milieu de ce tableau carré blanc sur fond blanc, eh bien, on peut y voir, si on le décide, la plus grande des beautés. Et donc, autrement dit, le beau dans l'absolu n'existe pas, il n'existe que par le sens que vous entendez lui donner. Et donc, évidemment, une chaise blanche au milieu d'un truc, si vous décidez que c'est beau, c'est absolument formidable. Si vous décidez même de dire que c'est design parce que ça fait brancher, ok, mais c'est pas plus design qu'un machin de Philippe, si ça vous plaît, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on ne peut pas limiter ni le design à une définition du beau ou même de l'esthétique, encore que l'esthétique chez Kant est liée au sens qu'on donne aux choses, donc on rejoint le propos, mais on ne peut pas ni limiter le design à cette notion de beau, ni limiter ce design à certains secteurs d'activité circonscrits. Voilà. Bon. Alors, pourquoi on parle de design et pourquoi on parle de plus en plus de design? Eh bien, parce que nous vivons dans un moment, alors les historiens nous parlent d'accélération de l'histoire, mais on est dans un moment où il y a des mutations radicales qui sont extrêmement stressantes et qui nous obligent à nous poser la question de demain et qui nous obligent tout le temps à poser la question de la façon dont on va vivre demain. Trois exemples de modification de contexte extrêmement importantes. Le déclin des valeurs de la morale. Déclin des valeurs de la morale. Il y a j'ai quel âge ? Il y a 55 ans, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma maman, je glisse sur une frite, ma mère me met une gifle. Et elle me dit, Christian, fais attention où tu mets les pieds. Elle m'apprend la responsabilité, elle m'apprend la liberté. Il n'y a pas de loi là-dedans, hein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est son réflexe, c'est son éducation, c'est son réflexe, c'est au-dessus d'elle. On est dans l'ordre de la morale. Bon. Aujourd'hui, je rentre dans un restaurant, je tiens bien fort la main de ma fille, elle glisse sur une frite, je demande $1 million au propriétaire du restaurant. C'est-à-dire que la loi s'est substituée à la morale. Et c'est extrêmement angoissant cette affaire-là. C'est extrêmement angoissant. Nous ne savons plus quelles sont les valeurs de la morale, et de moins en moins. Et ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger parce que le choc des cultures, vous voyez bien en ce moment ce qui se passe, bien effectivement, fait qu'on ne peut pas s'accorder autour de la morale, parce que nos cultures différentes vont faire que eh bien, on ne va pas pouvoir accorder les morales. À l'aune de la morale, est-ce qu'il faut manger du jambon dans les cantines? Est insoluble comme problématique. À l'aune de la morale. À l'aune de la loi, on peut prendre une loi en disant oui, il en faut, ou non, il n'en faut pas. C'est la loi, ok? Mais on perd un peu de liberté, quand même. Parce qu'à chaque fois que la loi se substitue à la morale, c'est l'histoire de tout à l'heure, on a perdu cette notion de liberté, de responsabilité et de liberté. Donc ça ne va pas s'arranger, ce déclin des valeurs de la morale, au profit des valeurs de l'éthique et de la responsabilité. Alors, pour situer morale et éthique, je vais citer une phrase d'Emmanuel Lévinas, le philosophe, pour bien comprendre. Lévinas dit « La morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim, la morale nous fait nous apitoyer sur ceux qui ont faim. » Après tout, ça pourrait ne pas nous intéresser du tout, mais on s'apitoie sur ceux qui ont faim. L'éthique nous oblige à les nourrir. L'éthique nous oblige à les nourrir. La morale, c'est quelque chose qui nous dépasse,
c'est de l'ordre de Dieu pour ceux qui y croient, ou de l'ordre de l'amour pour ceux qui n'y croient pas. Hein, c'était dans la distinction des ordres de Pascal, c'est ça, c'est l'ordre de quelque chose qui nous dépasse. Hein. Bon. Et l'éthique, c'est notre responsabilité. Et évidemment, nous sommes, parce que déclin des valeurs de la morale, eh bien, nous sommes de plus en plus responsables du monde dans lequel on veut vivre. Et c'est extrêmement angoissant parce qu'on ne sait pas. Parce qu'en fait, on a peur, on est stressé, on a peur. Là encore, je cite Saint-Ex, mais Saint-Ex dit « un adulte, c'est celui qui n'a pas peur ». Hein? Bon, ça fout les jetons quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a à la fois peur du Covid et peur du vaccin. On a peur de tout, au point qu'on vote des lois, principe de précaution, je veux dire. C'est-à-dire que c'est terrifiant, c'est-à-dire qu'on a peur. Bon. Deuxième modification de contexte qui rend incertain demain, c'est évidemment l'émergence d'une conscience, enfin, qui se traduit de manière éthique par l'émergence d'une conscience écologique. Hein? On nous annonce, réchauffement climatique, hein, on nous annonce que si ça se trouve, la planète, elle disparaît dans 100 ans. C'est terrifiant comme truc, parce qu'on est dans une échéance de temps. Oh, non mais c'est un truc, on a 2 ans pour réagir, là, si vous voulez. C'est terrifiant comme truc. Enfin, c'est le rapport du GIEC, on a 2 ans pour réagir. Alors, si vous voulez, on va se mettre à trier les trucs, etc. etc. Enfin bon, tout ça, il y a quand même si on est très vertueux sur ces choses-là, c'est quand même très très compliqué, parce que est-ce qu'en Chine ou en Inde, est-ce qu'on est sûr qu'ils font la même chose? Parce que ce qu'on fait nous, bon, ça se trouve, ça ne vaut pas grand-chose, quoi. Donc c'est quand même extraordinairement vaniteux de penser que parce qu'on trie les déchets chez nous, etc., on va sauver la planète, quoi. Donc on a les jetons, quand même. Bon. Et 100 ans, c'est quoi? Alors la planète, elle va rester, là. C'est l'humanité qui pose la question, hein, ce qui est le problème. Hein. C'est-à-dire, c'est l'humain et puis les animaux, etc. etc. Bon, voilà. Parce que la planète, on peut penser qu'elle va rester. On ne sait pas dans quel état, mais on peut penser qu'elle va rester. Voilà. Eh bien, dans 100 ans, c'est quoi? Alors nous, moi, je ne suis pas trop concerné à l'âge que j'ai, si vous voulez, parce que je vais probablement mourir avant. Par contre, mes enfants, 20 ans, eux, ils vont vivre 120 ans. Eux, ils sont directement engagés dans cette affaire. Ça fout les jetons, quand même. Ouais, un adulte, c'est celui qui n'a pas peur, moi j'ai peur. Hein. Évidemment, c'est-à-dire qu'on vit dans des univers. D'où, effectivement, l'émergence de cette conscience écologique à sauver la planète. Alors c'est marrant parce que quand on donne les définitions des philosophes de ce qu'on appelle l'humanisme, Descartes, philosophe extrêmement radical, cartésien, pour cause, dit qu'est-ce que c'est que l'humanisme? C'est la capacité de l'homme et la femme à disposer de la nature et à faire en sorte que la nature se mette au service de l'humanité. Hein, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va décoder, on va élever les animaux, enfin oui, élever, on va faire de l'agriculture, etc. On va se servir de la nature pour la mettre au service de... C'est ça l'humanisme, hein, chez Descartes. Bon. Moi, je suis d'une génération... Kant, plus tard, définira Spinoza, pardon, définira l'humanisme un peu plus tard, totalement différemment, parce qu'il dira l'humanisme, c'est ce qui s'ordonne autour du désir et de la conscience de aujourd'hui, demain, hier. Moi, je suis d'une génération où le rapport à la nature, etc., une génération, moi, j'ai 13 ans en 74, au moment où il y a le premier candidat écologiste, René Dumont, donc c'est en 74, donc j'ai 13 ans, où il fallait effectivement faire attention, on avait des cours sur la pollution, quoi, hein. On s'en foutait complètement, mais je suis à l'époque, hein, voilà, mais on disait quand même que c'est pas bien, quoi. Bon, voilà, bon, mais il fallait protéger la planète. Aujourd'hui, non, il y a urgence, il faut sauver la planète. C'est extrêmement angoissant. Et nous avons... vous en particulier, scientifiques, ingénieurs, etc., vous avez la responsabilité de trouver des solutions. Évidemment. Hein. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'au même moment, vous avez des gens qui, et comment ne pas les écouter,
vous disent, mais attendez, il faut tout arrêter, déclinistes, il faut arrêter la science, il faut arrêter, etc., etc., hein, parce que ça va trop loin. La science est remise en question, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une des problématiques qui se posent à l'humanité, c'est comment on va nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards d'habitants sur la Terre. Il y a un truc qui s'appelle les OGM, et le problème des OGM, c'est que c'est peut-être la solution à cette affaire-là, mais c'est en même temps, peut-être, la fin de la biodiversité, c'est-à-dire que la science nous produit en même temps le meilleur et le pire. Le décodage du génome, c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire comment ne pas avoir envie et trouver que c'est formidable qu'on puisse détecter la probabilité d'avoir un cancer à, je sais pas, 60 ans, à l'intérieur même des cellules, des fœtus, avant même qu'ils soient conçus. Enfin, c'est absolument formidable cette affaire-là. Mais au moment, le décodage du génome, au même moment, c'est évidemment la sélection génétique, quoi. Et derrière l'eugénisme, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Fou les jetons, quand même. Bon. Et au point même qu'il y a aujourd'hui, mais vous l'avez vu, il y a des ingénieurs dans les écoles agro-paris-tech qui montent sur le truc en disant qu'il faut tout arrêter, et nous, on va aller faire des crêpes sur la ZAD à Notre-Dame-des-Landes. C'est absolument terrifiant. Bon, je ne partage pas, ni l'action qu'ils ont faite et ni leur discours. Je trouve qu'il y a des fessées qui se perdent, mais comment ne pas prendre en compte cela, quoi. Bon, moi je ne crois pas personnellement, je crois à la science, je ne crois pas au déclinisme, et je crois à la science effectivement pour résoudre ces problématiques-là. Il se trouve que je ne crois pas en Dieu pour décliner les valeurs de ma morale, mais je ne crois pas que Dieu va résoudre ces problèmes-là. Par contre, je crois que les scientifiques ont le devoir et la responsabilité de les résoudre, si tant est qu'on puisse les résoudre. Donc, deuxième chose extrêmement importante sur les modifications de contexte radicales dans lequel on est, c'est effectivement l'émergence de cette conscience écologique obligatoire et cette responsabilisation. Et la troisième chose, qui me paraît au fond la plus importante et dont on parle le moins, je trouve, c'est l'arrivée des robots. Et ça, c'est terrifiant. Que va-t-il rester de notre humanité dès lors que les robots seront plus intelligents que nous? Et quand je dis ça, évidemment c'est provocateur, mais les robots vont être plus intelligents que nous. Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous tombez de vélo, on vous retire une jambe, on vous greffe une jambe bionique, est-ce que vous êtes encore humain? Ben oui, vous êtes encore humain. Vous n'avez pas de bol, vous reprenez votre vélo, c'est très dangereux, vous retombez, on vous sectionne la deuxième. Ah, vous n'avez pas de bol, hein. Mais bon, ok, on vous met une jambe, deuxième jambe bionique. Est-ce que vous êtes encore humain? Ben oui, vous êtes encore humain, évidemment. Question évidente. Sauf que si ces deux jambes vous permettent de courir plus vite qu'Usain Bolt, champion olympique du 100 mètres, est-ce que vous êtes encore humain? Compliqué, hein, comme question. Et quand je parle d'intelligence des robots, je vous rappelle que l'incarnation même de l'intelligence dans les sociétés occidentales, c'était le champion du monde d'échecs. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun champion du monde d'échecs qui se mesurerait à la machine, évidemment. Hein? Le jeu de Go en Asie, le jeu de stratégie, également, aucun... le supercalculateur IBM a battu le champion du monde il y a une dizaine d'années, je crois. C'est pareil. Et demain, les robots vont apprendre par eux-mêmes. Hein, il y a déjà des machine learning, les robots vont apprendre. On va leur apprendre la sensibilité. Donc on va commencer par leur apprendre à réagir à nos propres émotions. Et puis ils vont apprendre à générer leurs propres émotions, évidemment. Et donc la question c'est comment on est en capacité de contrôler cela. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Elon Musk fait des voitures téléguidées, voilà, donc les Tesla, voilà. Alors pour le moment ça ne marche pas encore très bien. Hein, bon. Mais aujourd'hui vous conduisez votre voiture, c'est-à-dire vous dominez votre voiture et vous la conduisez. Demain elle va se conduire toute seule, c'est-à-dire qu'elle va
effectivement, grâce à son calculateur, elle va dire il y a un embouteillage, on va la renseigner, il y a un embouteillage demain en face, donc elle va décider de prendre à gauche, prendre à droite. C'est-à-dire que vous ne la contrôlez plus. Alors, pour éviter un embouteillage, c'est plutôt un gain de temps, c'est formidable. Le problème, c'est que vous avez votre enfant derrière. Vous avez une personne qui traverse. La voiture, elle choisit quoi? Elle choisit d'aller dans le platane, auquel cas, votre môme qui est derrière, il y a un risque, ou elle décide d'écraser la personne. Vous avez perdu votre humanité dans cette affaire. Totalement perdu votre humanité dans cette affaire. Demain matin, on aura des avatars. On aura tous des avatars. Bon, et on résoudra un problème qui se pose à l'humanité, à vous, à moi, depuis qu'il y a l'humanité, c'est-à-dire c'est l'ubiquité. Hein, c'est-à-dire que vous pourrez être à 2 endroits en même temps. Alors, aujourd'hui, on travaille avec une société à côté, là, qui s'appelle Silke, qui fait les avatars. En clair, je vous la fais courte, vous rentrez dans une cabine, photomaton, style photomaton, vous êtes photographié 350 fois, etc., etc., et 5 minutes plus tard, on vous donne votre avatar articulé, qui est capable de bouger les lèvres, bouger les yeux, etc., etc., c'est-à-dire de montrer un certain nombre de formes de sensibilité. La question qui nous est posée à nos designers, puisque la technologie permet cela, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire? Qu'est-ce qu'on va faire de cette affaire? Eh bien, je vous annonce que demain, ce n'est plus vous qui allez essayer vos vêtements dans les magasins, vous allez envoyer votre avatar sur des plateformes avatarisées, virtuelles. Hein? Votre avatar aura vos propres mensurations, évidemment, puisque ce sera votre mini-moi. Donc il n'y aura aucun problème. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez l'envoyer, c'est hop, tu vas me chercher 3 chemises blanches. Et l'avatar, il a, vous l'avez doté d'intelligence artificielle, il a exactement tout ce qu'il y a dans votre dressing. Il sait exactement ce qu'il y a dans votre dressing. Et il sait que vous avez beaucoup de chemises blanches. Mais qu'est-ce qu'il va faire, l'avatar? Il va dire, alors, tu as trop de chemises blanches, je vais revenir avec une noire, une verte, une blanche. Il aura pris le pouvoir. Et on vit avec ça, aujourd'hui, de plus en plus. Les exemples sont nombreux. Henri Bruno Calmels d'EDF, je lui raconte, ça lui fait beaucoup rire. Je lui dis, mais c'est mignon, là, cette histoire de Linky, là, ça n'a l'air de rien. Ils nous ont collé Linky absolument partout, on n'avait rien demandé. Bon, on a l'impression que c'est finalement gratuit comme acte, quoi. Bon, bref. Ah oui, mais sauf qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à un âge où à 3h du matin, j'allume la lumière parce que je vais pisser. Linky le sait, à 7h, j'ai une pub pour la prostate dans ma boîte aux lettres. C'est terrifiant. La machine a pris le pouvoir. La machine a pris le pouvoir. Et nous vivons avec cela de plus en plus. Donc, 3 modifications de contexte radicales qui nous font douter au fond de demain et qui nous obligent à inventer demain. D'être de plus en plus Prométhée là où Zeus n'existe plus. C'est-à-dire déclin des valeurs de la morale, déclin des valeurs de Dieu, au fond, de quelque chose qui nous dépasse, au profit de l'éthique, au profit de la responsabilité à concevoir demain. Vous savez, on est dans le mythe prométhéen, c'est-à-dire Prométhée qui dérobe le feu du ciel pour l'apporter aux hommes. Hein, c'est-à-dire Zeus qui joue plus, c'est Prométhée qui, effectivement, vient résoudre le problème des... Eh bien, on est dans cette situation-là. Et donc, on a une responsabilité engagée qui est énorme et stressante. Donc, il faut imaginer demain, nous avons cette responsabilité. Le boulot du designer, au fond, c'est ça, c'est de spéculer sur les usages de demain, comment on va vivre mieux demain. Alors, rapport à l'industrie, par exemple, on est en pleine révolution industrielle aujourd'hui, à cause de, par l'innovation, enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont tenues absolument d'innover. Pendant 150 ans, les entreprises industrielles, les ingénieurs, vous le savez bien, effectivement, ont fonctionné sur un modèle tayloriste, taylorien. Taylor avait modélisé ce qu'on appelle le management scientifique, hein, c'est-à-dire, de quoi s'agit-il? Il s'agit, au fond, de faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire. Hein, les dernières grandes écoles de management, effectivement, sur lesquelles on a travaillé, c'était les modèles sur la qualité, hein, c'est-à-dire, en clair,
comment on fait de mieux en mieux ce que l'on sait faire. Et si on fait de mieux en mieux ce que l'on sait faire, évidemment, eh bien, on a des chances. On a des chances de faire mieux que son concurrent, voilà, et donc de dégager de la valeur ajoutée supplémentaire pour payer mieux, rendre plus performant, faire plus de pubs, avoir des leviers sur les prix, etc. etc. C'est ça le modèle taylorien. Bon. Par ailleurs, une organisation du travail, ce qui est assez extraordinaire, c'est une organisation du travail en deux lignes, en fait. Il y a les gens qui pensent en haut et qui font des modèles, et il y a des gens en bas qui exécutent et à qui on demande de surtout pas réfléchir. Et moins ils réfléchissent, au point qu'il y a même des sociologues français, en particulier Fayol, qui a dit qu'il ne faut surtout pas que l'ouvrier réfléchisse, parce que s'il réfléchit, il est bon. Hein, il y a une très belle... C'est Marx a dit ça avec l'aliénation, c'est-à-dire que voilà, il ne faut surtout pas qu'il réfléchisse, hein, qu'il soit totalement aliéné, qu'il soit autre. Voilà. Mais il y a une très belle parabole, effectivement, s'il réfléchit, il est mort. Il y a une très belle parabole, par exemple, dans les temps modernes de Chaplin, quand Chaplin, effectivement, qui est sur une chaîne de montage en train de faire ça, à un moment donné, il se met à penser à autre chose, un gâteau, un machin, il est évidemment mangé par la machine. C'est la machine anthropophage, hein, c'est-à-dire il est mangé par la machine. S'il réfléchit, il est mort. Il y a un très bon bouquin, je vous conseille de lire, d'un auteur que vous connaissez peut-être, mais qui est tombé en désuétude, qui est un auteur qui était communiste, qui s'appelait Roger Vaillant, hein, que l'on lisait il y a 40 ans, qu'on ne lit plus du tout d'ailleurs. Il y a un bouquin qui s'appelle 325 000 francs, extrêmement intéressant, où c'est l'histoire d'un type qui s'appelle Buzard, qui est plus costaud que les autres, et donc il est ouvrier, et donc il est capable de plus travailler, il travaille à la pièce, il est capable de passer plus de temps, de faire plus de pièces que les autres, etc. etc. Bon, bref. Et en fait, il est plus costaud que les autres, c'est un grand sportif, il fait du vélo, et il gagne des courses. Le problème, c'est qu'il a absolument besoin de s'acheter un vélo. Le problème, c'est que ça ne va pas assez vite, parce qu'il travaille, il est payé à la pièce, mais ce qui dégage de marge, effectivement, pour acheter son vélo, bah, il aura son vélo quand il aura 70 ans, donc il ne sera plus en âge de gagner des courses. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est sur une emboutisseuse, c'est-à-dire qu'il appuie sur deux boutons, et puis la presse, il prend une pièce de métal, il la met dans une truc, il prend ses deux pouces, et puis la presse tombe, ok. Puis alors il dit, mais je ne vais jamais y arriver, quoi. Hein, parce qu'il y a un problème de temps. Un problème de temps, je n'arriverai pas à acheter mon vélo. Bon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit. Et il dit, si je coince une allumette dans l'un des boutons, bien, je vais aller plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Il est fatigué, évidemment, la presse tombe sur son bras. Voilà. Eh bien, la machine a mangé l'homme Buzard. Hein, on est dans cette allégorie-là. Voilà. Voilà le schéma de l'organisation du paradigme industriel, management scientifique de Taylor. Le problème de cette affaire, c'est que ça fonctionne à la condition, et ça a parfaitement fonctionné, ça fonctionne à la condition qu'on soit dans des univers loyaux de concurrence. Sauf qu'il y a 40 ans, les Chinois sont arrivés, et là, on n'était plus dans des concurrences loyales, c'est-à-dire payaient leurs salariés moins que chez nous, parce que le niveau de vie, parce que, etc., etc. Alors vous vous souvenez, il y a 40 ans, ceux qui étaient là, vous vous souvenez, il y a 40 ans, jamais les Chinois ne feront aussi bien que nous. Quelle arrogance! Quelle arrogance, ça pensait. Bon, force est de constater, quand on va en Chine, qu'ils font largement aussi bien que nous, et dans tous les domaines, évidemment. Enfin bon, voilà, ils ont des usines ultra-modernes, et ils ont envahi, etc., nos pays de produits. Et donc, autrement dit, ça ne suffit pas de faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire. Et la question qui est posée aux entreprises, c'est comment je suis en capacité en permanence, de faire autre chose avec ce que je sais faire. Et là, on est sur un autre paradigme, qui est le paradigme de l'innovation. Eh bien, pourquoi on a besoin de designers? Parce qu'il faut se poser cette question de comment je suis en capacité de faire autre chose et de représenter cette autre chose, parce que c'est une spéculation dans l'inconnu, c'est une spéculation dans quelque chose qui n'existe pas, et que ça fout les jetons. Je me souviens d'un exemple d'une boîte avec qui on a travaillé, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Manulatex. C'est une boîte à côté d'Angers. Manulatex fait du tissage de fils d'acier,
et ils font des gants de boucher, des cottes de mailles de boucher. Bon. Ils sont champions du monde, des gants de boucher, des cottes de mailles de boucher. Leurs commerciaux, le directeur, c'est tous des bouchers ou des gens qui ont travaillé. Donc voilà, leur portefeuille de compétences, c'est la capacité à spéculer sur les quantités de gants qu'il faudrait pour telle chaîne de débit dans les abattoirs. Et puis, ils connaissent les mecs, ils les saluent, etc. Et puis, voilà, c'est le portefeuille de compétences, le portefeuille de valeur, il est là. Bon. Et le problème, c'est que les Chinois font ça pour 10 fois moins cher. Ah. Eh bien, Manulatex, à un moment donné, s'est dit, mais la question qui nous est posée, c'est qu'est-ce que je peux faire avec mon tissage de fil d'acier? Et aujourd'hui, Manulatex fait des habillages de lumière, des rideaux d'aménagement d'open space en tissage de fil d'acier, et est devenu un acteur de la décoration intérieure, de la décoration des espaces et de l'aménagement des espaces. Moi, le problème, c'est quand vous expliquez ça au directeur marketing de cette société, lui, il est bouché, si vous voulez. Quand vous lui dites demain matin, tu pars à Maison et Objets ou au salon de Milan, il vous dit, mais des zinzins. C'est-à-dire qu'il sort de sa zone. Je caricature le cas de Manulatex, hein, vraiment je caricature, vraiment. Mais vous comprenez bien la problématique, c'est-à-dire qu'en fait, être en capacité d'imaginer l'agilité qu'il faut, intellectuelle, mais l'agilité en termes d'organisation, pour être en capacité de muter de cette façon-là. Je quitte tout à l'heure le directeur de la Poste, directeur régional de la Poste. Si la Poste, son métier, c'est de trier le courrier, ils sont morts, il n'y en a plus. Si la Poste, son métier, c'est de distribuer le courrier, j'envoie ce truc à dessein parce que trier le courrier, c'est l'acception industrielle. Et la Poste, il y a 40 ans, c'était une montagne de technologie, c'était extraordinaire, c'était une des plus grandes sociétés technologiques de France dans la distribution du courrier. La distribution, vous preniez une ardoise, mettiez votre nom dessus, on l'a fait, preniez une ardoise, vous l'envoyez par la poste, vous mettez un timbre sur l'ardoise, l'ardoise, elle vous arrivait le lendemain matin. Hein, vous postiez une lettre à Strasbourg, ça arrive un peu moins maintenant, hein, mais vous postiez une lettre à Strasbourg, elle arrivait chez ma mère dans sa ferme, 800 mètres de la route, le lendemain matin, à Laigné-en-Belin, dans la Sarthe. Il n'y avait pas une entreprise au monde qui était capable de faire ça à l'époque. Bon, sauf qu'il n'y a plus de courrier. Donc, si le boulot de la Poste, c'est de trier le courrier, ils sont morts à terme. Le jour où, effectivement, les banques vont cesser de nous envoyer nos relevés de banque, on n'aura plus beaucoup de courriers par la Poste, il faut être lucide. Bon, bref. Et aujourd'hui, ils se sont fait, en termes de logistique, largement rattrapés par des plateformes qui s'appellent Amazon, Alibaba, etc., etc. Enfin bon, la concurrence est rude. Si leur métier, c'est de distribuer le courrier, exception marketing, bah, ils sont morts, vous n'avez plus de courrier. Exception industrielle, trier le courrier, distribuer le courrier. La question qui est posée à la Poste, c'est qu'il faut qu'ils revoient finalement le sens de leur métier. Et le sens de leur métier, eh bien effectivement, c'est d'entretenir un lien social avec toute une population du territoire un matin. C'est ça, le nouveau métier de la Poste. Et auquel cas, ils viennent voir les designers pour dessiner quels seront les nouveaux services qu'ils vont pouvoir ordonner autour d'une nouvelle définition de leur métier, qui était en fait leur métier, qui est de entretenir une relation avec une population d'un territoire tous les matins, avec un niveau de confiance et d'image de marque extrêmement important. Ma mère, qui habite une ferme en plein milieu d'un champ, effectivement, il n'y a qu'à son facteur qu'elle ouvre. Parce que tous les autres, elle a peur. Les gendarmes, c'est des faux gendarmes, l'EDF, c'est des faux EDF, ben, elle a peur. Voilà, sauf son facteur. Bon. Donc il y a quelque chose à faire. Et demain, peut-être que la Poste, c'est le premier pharmacien de France, puisque c'est eux qui vont distribuer les médicaments. Je dis absolument n'importe quoi, j'en sais rien, mais vous voyez bien la problématique, c'est-à-dire comment je suis en capacité de faire autre chose
avec ce que je sais faire. Et quand je cite Linky, au fond, eh bien, c'est exactement la même problématique pour EDF et Enedis. C'est-à-dire que demain, si tous les bâtiments deviennent économes en énergie ou en capacité d'autoproduire leur propre énergie, c'est quoi le métier d'EDF ? Il va falloir qu'ils se posent la question. Peut-être que demain matin, le métier d'EDF, ça va être d'engroger toutes les datas dans le compteur Linky pour les revendre. Donc ça va devenir une entreprise de type GAFA, gestion de données, Facebook, Twitter, etc., etc. Évidemment. Évidemment. Bon, on ne leur veut pas de mal pour autant. Mais peut-être c'est ça quand même. Bon, c'est-à-dire comment je suis en capacité de spéculer sur les nouveaux usages et les représenter pour les rendre réels et pour que les gens puissent se les approprier et que dans une certaine mesure ça fait moins peur. On a travaillé avec la MAF. MAF, la compagnie d'assurance. La MAF vend des assurances de voitures. Bon, okay. Avec leur métier, en fait c'est un métier, ce qu'on appelle d'actuariat, c'est-à-dire on calcule et on spécule sur les risques à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. C'est ça le métier d'assurance. Bon. Le problème, c'est que demain, la voiture, elle est téléguidée. Si ça se trouve, il n'y a plus d'accident. S'il n'y a plus d'accident, il n'y a plus d'assurance. La MAF est morte. C'est quoi mon métier ? C'est quoi mon métier ? Et là, vous voyez bien ce paradigme de l'innovation à spéculer sur demain. Et notre métier, c'est ça, tout le temps. De spéculer sur demain, de manière à ce que les boîtes, finalement, mettent en place des stratégies, des organisations agiles qui permettent de faire cela. Dernière chose, modification des paradigmes marketing. Émergence d'une conscience écologique, il va falloir que l'on produise, évidemment différemment, mais il va falloir que l'on consomme différemment. Alors, nous vivons depuis 150 ans sur une société de consommation avec des renouvellements de marché. Je vous la fais courte, j'achète un lave-vaisselle, marche, 3 ans plus tard, il casse, vous achetez un nouveau lave-vaisselle. Tout ça est parfaitement vertueux au regard de l'économie, puisque chaque fois que vous achetez un lave-vaisselle, ça génère de la valeur ajoutée, et donc ça génère de la richesse. C'est-à-dire cette valeur ajoutée, elle est répartie en salaire, elle est répartie en impôts pour la collectivité, et puis c'est avec ça qu'on fait des hôpitaux, des machins, des trucs, etc., etc. Tout ça est parfaitement vertueux. Au point que les Américains avaient modélisé ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, c'est-à-dire pour effectivement faire fonctionner la machine capitalistique. Claire, capitalistique, c'est quoi? C'est l'argent produit de l'argent. Voilà. Bon, tout ça marche absolument parfaitement bien. Donc il faut que la machine à laver, elle passe, puisqu'à chaque fois qu'on en vend une, on génère de la valeur ajoutée, ça nous permet de vivre un peu mieux. Ça fait 150 ans que ça marche quand même vachement bien, même un peu plus, puisque la révolution industrielle, c'est des années 30 en Angleterre. Donc ça fait presque 200 ans maintenant que ça marche comme ça, et que ça marche plutôt bien, parce qu'on vit globalement plutôt mieux que nos parents, qui vivent plutôt mieux que nos... Voilà. Je ne dis pas plus heureux, je dis mieux, avec un confort de vie différent, etc. Bon, ouais. Donc tout ça a parfaitement bien marché. Sauf qu'il faut économiser la ressource. C'est-à-dire que, sauf que l'émergence de cette conscience écologique, le fait qu'on ait une responsabilité à sauver la planète, encore une fois, c'est pas sauver la planète, mais sauver notre propre humanité, compte tenu de la façon dont on s'occupe de la planète, eh bien effectivement, tout ça n'est pas raisonnable. Tout ça n'est pas raisonnable. Il est totalement inadmissible que vous soyez venu en voiture et que votre voiture soit garée là et ne serve à rien. Ça immobilise la ressource. C'est inadmissible. Il est inadmissible qu'on ait tous une voiture pour l'utiliser. Je suis aussi venu en voiture, je ne suis pas en train de me faire la morale. Je suis aussi venu en voiture, pareil, comme tout le monde. Mais c'est inadmissible que ma voiture, je l'utilise une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, et que toute la journée, elle soit totalement immobilisée et qu'elle ne serve à rien. C'est inadmissible. Parce qu'il faut économiser la ressource. Je reviens au lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, il marche 1 heure par jour. C'est une honte. Il devrait marcher 23 heures, 24 heures par jour. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que c'est comme ça qu'on va vivre demain. Ben, vous allez le partager, évidemment. Vous allez évidemment partager votre lave-vaisselle. Parce que vous y êtes tenu, parce que votre responsabilité est engagée dans cette affaire.
Alors on commence à voir ces économies du partage, hein, Blablacar, Airbnb, etc. C'est-à-dire qu'on est en train, c'est le philosophe Stigler qui dit ça, on est en train de passer d'une société de consommation à une société de contribution. C'est-à-dire que comment je génère ou je contribue au partage des ressources qui sont miennes. Bon. Alors vous imaginez que partager un lave-vaisselle, hein, c'est-à-dire que votre appartement, demain matin, il n'aura plus du tout la même forme. Hein, puisqu'on aura des immeubles dans lesquels on aura des zones de partage. Ça existe déjà, hein, voilà. Mais de plus en plus, on aura ça. On partagera le bien commun. Mais alors, si je suis fabricant de lave-vaisselle, si effectivement le fait qu'il pète tous les 3 ans, c'est pas respectable, et que si vous pouvez garder votre lave-vaisselle 15 ans, 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire il y a des avions qui font des millions de kilomètres avec une autre technologie qui dure 25 ans, 30 ans, etc. etc. Bon, donc un lave-vaisselle, il y a quand même, enfin, ça devrait pouvoir fonctionner 25 ans, 30 ans, 40 ans. Enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des lave-vaisselles, mais bon, voilà. Ce que je sais par contre, c'est que le lave-vaisselle, en ce moment encore, on s'ingénie à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir. Parce que, je veux dire, on n'a jamais le tournevis avec le pas qui va bien, hein, c'est-à-dire que c'est un truc introuvable, voilà. Et puis la petite pièce qui vaut 10 centimes qu'on pourrait changer, d'abord elle est inaccessible, et en plus elle vaut 243,24 € et vous l'aurez dans 6 mois. Hein. Donc autrement dit, c'est plus facile de changer de lave-vaisselle, je peux vous le dire. Hein. Donc on a tous vécu cela, évidemment. Ben non, il va falloir 15 ans, 20 ans votre lave-vaisselle, puis il va falloir le partager avec 23 autres familles. Je suis fabricant de lave-vaisselle, je suis mort. Et donc la question de l'innovation pour le fabricant de lave-vaisselle, là encore je schématise, c'est comment à un moment donné je passe du produit au service. C'est l'histoire des rames. C'est-à-dire comment je passe du produit au service. Comment je suis en capacité de vendre du service avec mon lave-vaisselle. On ne va pas faire une interrogation écrite où je vais vous demander vos idées là, mais c'est exactement ça. Donc des modifications de contexte radicales qui nous angoissent, qui nous stressent et qui nous obligent à spéculer sur demain, parce qu'on a une responsabilité à se poser la question de comment on va vivre demain. Responsabilité éthique. Des modifications de paradigme industriel qui obligent à l'innovation et des modifications de paradigme marketing qui obligent là aussi à l'innovation. Voilà. Alors, il y a des tas d'autres de modifications, de transitions radicales. On a à l'école de design 5 labos autour de la culture digitale, la problématique sociétale de la culture digitale et des robots et des avatars, c'est la relation de l'homme et la machine. Qu'est-ce que c'est qu'être humain dès lors que les robots vont être intelligents et qu'ils seront plus intelligents que nous? Je fais une conférence là-dessus il y a quelques mois, enfin avant le Covid. J'ai fait un TEDx à Bruxelles où j'étais arrivé à la conclusion, ce qui pour moi est terrifiant parce que c'est une impasse, ce qu'on appelle une aporie philosophique, c'est-à-dire que finalement la seule chose que probablement les robots n'arriveront pas à faire, c'est à concevoir Dieu. Voilà. Sauf que moi j'ai un problème, c'est que je ne crois pas en Dieu. Donc c'est fini pour moi. C'est le point de salut pour moi. Hein, bon. C'est-à-dire que je serais définitivement happé par les robots. Hein, bon. Mais là, il y a une vraie problématique. Donc tout ce qui est ça. On a un laboratoire qui s'appelle Food Design. C'est-à-dire comment on va nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards, 11 milliards d'habitants. Tout ça est terrifiant. Alors, si on lit Malthus, voilà, évidemment, voilà. Si on lit Thoreau et Walden qui retournent dans sa forêt, effectivement, ce qui est terrifiant avec les déclinistes, avec l'absence de la science, si on arrête la science, etc., c'est-à-dire que ça va tuer des milliers de gens, probablement, hein, des millions de gens. C'est terrifiant cette affaire. Et d'un autre côté, comment ne pas les écouter, hein, c'est ça le truc. Alors, se pose le problème de qu'est-ce qu'on va manger demain, évidemment, comment on va le distribuer, enfin, etc. Donc en ce moment, c'est les circuits courts, c'est tout un tas de choses, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on va manger demain. Donc on travaille deux grandes problématiques sur qu'est-ce qu'on va manger demain, c'est évidemment les insectes. Hein, c'est-à-dire que, sauf si les scientifiques arrivent à faire en sorte que quand les vaches pètent, ça ne produit pas de méthane, mais enfin bon, ça va être quand même un peu compliqué. Moi je ne suis pas un spécialiste de la digestion de l'herbe,
bon, pour le moment, ça produit du méthane et il semble que ça n'arrange pas le réchauffement climatique. Je ne suis pas un spécialiste, hein, je lis la presse. Voilà. Donc, effectivement, demain matin, probablement la viande va être substituée par les insectes au niveau apport protéines. Bon, sauf que les insectes, c'est encore un peu dur. Hein. Bon. Et là, c'est typiquement un problème de représentation. C'est un problème de design, c'est un problème de représentation. Une fois que les biologistes nous ont dit c'est comestible ou pas comestible, le problème, c'est comment on arrive à les manger. Quoi, hein. Bon, prenez une crevette, c'est très très laid. Vous prenez un scarabée, c'est très très laid. La crevette, ça ne vous pose aucun problème. Le scarabée, c'est dur. Hein. Donc il va falloir quand même qu'on travaille un peu pour la représentation du scarabée, quand même, hein, pour qu'il devienne acceptable d'en manger. Mais derrière, on va peut-être tous demain dans nos appartements devenir éleveurs de grands troupeaux d'insectes sur son balcon. Hein, c'est-à-dire, vous imaginez, on va revenir à là d'où on vient, c'est-à-dire qu'on va être éleveurs-cueilleurs. Formidable quand même. Hein. Et voilà, des millions d'insectes sur notre balcon, des millions de criquettes qui vont nous apporter, des protéines, etc. On peut l'imaginer. On travaille beaucoup aussi sur les potagers dans la mer. C'est-à-dire qu'il y a des plaines continentales à 15 mètres de fond, ou 10 mètres de fond, 15 mètres de fond, sur lesquels on va pouvoir effectivement planter probablement pour gérer des potagers sous la mer de plus en plus, algues, etc. On travaille évidemment sur l'univers de la grande distribution. Alors il y a beaucoup d'ambiguïté sur l'univers de la grande distribution, parce que la grande distribution, c'est l'univers de la consommation de masse, où tout est fait pour qu'on hyper consomme. Hein, et là, c'est très très compliqué, parce qu'il y a la conscience écolo-sociétale des consommateurs qui commence à perturber cette affaire-là. Ça pose un vrai problème. J'ai été invité il y a quelques années à Tahiti par le gouvernement de Tahiti pour faire une conférence, et j'étais ravi. Si vous n'êtes jamais allé à Tahiti, c'est formidable. Et c'est loin, mais c'est formidable. Et sur la table de la chambre, il y avait une bouteille d'Évian. Le mec, il m'avait fait un cadeau, une bouteille d'Évian avec je sais pas quoi, des fruits locaux, etc. Vous imaginez une bouteille d'Évian. La bouteille, elle avait fait 22 000 bornes. Vous imaginez l'empreinte carbone. Quoi. Alors après, vous avez le PDG de Danone, quand il a été invité, il nous a fait un grand discours sur la responsabilité sociétale de Danone, etc. Sauf que si effectivement il applique ce qu'il dit, il peut vendre des bouteilles d'Évian à 10 km autour de la source, mais pas au-delà. Ça pose quand même un vrai problème, quand même, hein, cette affaire-là. Donc on travaille sur l'adaptation de cette responsabilité sociétale. Moi, je ne crois pas à la responsabilité, très honnêtement, je ne crois pas à la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je crois à l'obligation de l'entreprise de s'adapter à l'émergence d'une responsabilité sociétale du consommateur, ce qui est totalement différent. C'est-à-dire, quand je vois Michel-Édouard Leclerc nous dire la messe sur la responsabilité sociétale, moi je suis effaré. Je veux dire, il n'a qu'à prendre son caddie, il diminue en deux pour qu'on arrête d'hyper-consommer. Je veux dire, jamais il fera ça, évidemment. Jamais il fera ça. Hein, donc il y a une sorte d'imposture dans cette affaire-là, pour une raison très simple. C'est qu'une entreprise n'a jamais vendu un produit par devoir. Toujours par intérêt, c'est une évidence. Enfin, pour rester modeste dans cette affaire-là. Jamais une entreprise n'a vendu un produit par devoir, toujours par intérêt. Et l'intérêt d'une entreprise, la responsabilité de l'entreprise, c'est de générer de la richesse, c'est de générer de la valeur ajoutée, de générer de la richesse. Maintenant que l'entreprise doit s'adapter à l'émergence de cette conscience sociétale des consommateurs, c'est parfaitement logique, c'est leur responsabilité pour continuer à générer de la valeur ajoutée. Et quand je vois un chef d'entreprise me dit qu'en ce moment il y a des trucs de folie, enfin, je m'excuse si je suis un peu provocateur, mais il y a des entreprises à mission. Enfin, ça fait marrer, quoi. Une entreprise à mission de quoi? Sa mission d'une entreprise, c'est de générer de la valeur ajoutée. C'est pas autre chose que ça, et de s'adapter au marché, c'est-à-dire vouloir moraliser l'action de l'entreprise, ça me paraît vain et vaniteux. Enfin, vain et vaniteux, c'est la même chose. Hein. Et vaniteux, enfin, c'est une vanité, mais vraiment. C'est Kant qui nous dit ça dans Métaphysique des mœurs, où il raconte l'histoire du petit cordonnier qui se pose la question de savoir s'il ne peut pas voler un peu ses clients, parce que pour améliorer ses petites affaires.
Et puis en fait, il réfléchit, il dit, mais si je vole mes clients et qu'ils s'en rendent compte, ils ne vont jamais revenir. Et quand de conclure, ben, s'il ne vole pas ses clients, ce n'est pas par devoir, ce n'est pas par morale. Il ne vole pas ses clients par intérêt. Toujours. Adam Smith, au XIXe siècle, nous dit exactement la même chose. Il dit, attendez, n'attendez pas de votre boucher qu'il soit bienveillant pour vous donner de la viande, de la bonne viande. Non, au contraire, comptez sur le fait qu'il gère très très bien ses intérêts. Parce qu'effectivement, s'il gère très très bien ses intérêts, il va vous donner de la bonne viande, moyennant quoi vous allez revenir. Évidemment, n'attendez pas de la bienveillance de votre boucher. Attendez, effectivement, plutôt qu'il soit extrêmement rigoureux sur la gestion de ses intérêts. Donc je ne crois pas au chef d'entreprise qui viendrait sur l'estrade pour vous vendre la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je crois, au contraire, que sa responsabilité, c'est de continuer à vendre de la valeur ajoutée, à générer de la valeur ajoutée, compte tenu de l'émergence de cette responsabilité sociétale des marchés. Parce que là, il y a des choses à faire. Et ce sont des leviers d'innovation, parce que beaucoup d'entreprises vont devoir muter. J'ai donné quelques exemples. Effectivement, qui vendent des lave-vaisselle demain matin, émergence d'une conscience sociétale, renouvellement des marchés, etc. Et ils vont devoir s'adapter, ils vont devoir faire des produits différemment, les produire différemment, et les distribuer différemment, et faire en sorte que leur modèle économique qui était basé sur le renouvellement des marchés change. Hein, et ils font ça, évidemment, par intérêt. Alors, eh bien, je vais conclure maintenant. Je viens de vous montrer que le design était une discipline de représentation, que c'était une discipline stratégique, j'ai donné des exemples, que c'était une discipline de management, parce que pour faire muter les entreprises, eh bien, vous devez mettre l'ensemble des personnels de l'entreprise autour de la table et faire en sorte que l'on réunisse toutes les compétences. Le design, c'est ça qui est formidable, et j'ai commencé par ça tout à l'heure, en disant, finalement, vous devez mettre les ingénieurs, vous devez mettre les marketeurs, des philosophes, des sociologues, des financiers, etc., autour de la table pour une spéculation sur la façon dont on va vivre demain, et vous devez faire adhérer à cela. Donc ça suppose des organisations extrêmement agiles pour faire cela, parce que tout ça est extrêmement stressant, parce qu'on est projeté dans l'inconnu. Faire de mieux en mieux ce que l'on sait faire, ça c'est assez rassurant, parce qu'on sait ce qu'on fait. Se poser la question de ce qu'on fera demain, il sera différent, là, c'est stressant. Je vous remercie beaucoup.